Bonjour mes amis, alors aujourd'hui on est le 4 juillet et je reprends les vidéos sur la chaîne Dans l'œil de l'ouragan. Alors je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à l'Amérique, Happy Birthday America, puisqu'on est le 4 juillet. Cette vidéo est enregistrée donc le 4 juillet et entre les deux tours des législatives françaises. Juste un petit point pour dire que dans la première circonscription des Français de l'étranger, les deux candidats qui sont arrivés en tête sont le candidat macroniste et le candidat écolo. Le Front National, enfin le Rassemblement National a fait un très beau score à Miami, pour des raisons diverses et variées que j'ai du mal à développer en quelques minutes, mais on va dire globalement que les gens qui viennent à Miami sont plutôt des rescapés des États bleus, donc ils votent plutôt à droite, que ce soit pour les élections américaines quand ils sont américains ou pour les élections françaises. Ce qui est intéressant, c'est que en fait le français expatrié, le franco-américain, plus exactement, vote comme les Américains, là où il réside, et il vote comme les Français, dans la mesure où certains problèmes liés particulièrement à la France lui tiennent à cœur. Donc par exemple, le Rassemblement National a fait un très bon score dans la métropole de Miami. Pourquoi ? Parce que probablement il y a une identification entre la situation, par exemple, de l'immigration en France avec ce qui se passe ici en Floride avec les frontières qui sont ouvertes. Bon, ça c'est une explication, même si je connais pas les résultats en Californie, en Arizona, etc. Mais je pense que les Franco-Américains en général votent comme les Américains quand il s'agit des élections américaines. Et en France, ils sont pas très consistants et ça dépend un petit peu de leurs intérêts, de leur centre d'intérêt. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que j'ai pas fait d'études sociologiques, etc. Mais je pense qu'effectivement il y a plutôt une corrélation entre le lieu de résidence et la façon de voter, le milieu social dans lequel les gens évoluent aux États-Unis et en France. Voilà. Donc il y a un lien. C'est-à-dire que un Franco-américain qui passe beaucoup de temps en France va probablement avoir une idée de la France qui est très proche de son milieu parisien s'il habite Paris ou s'il rend visite à sa famille à Paris, voilà. Ce qui sera pas la même chose pour un Marseillais, pour un Toulousain, pour un Lyonnais, etc., etc. Voilà. Je pense que c'est quasiment de la schizophrénie. Donc, par exemple, un New-Yorkais va voter démocrate, un Franco-américain habitant à New York va probablement voter démocrate aux élections présidentielles, mais va peut-être voter Front National s'il est Marseillais, par exemple. Voilà. C'est un exemple, parce que sa famille est à Marseille et qu'elle subit des problèmes d'immigration et de sécurité à Marseille. C'est un exemple, hein, je dis pas que je suis confronté à un cas identique, mais disons que c'est grosso modo ce que j'ai compris de l'analyse des chiffres que j'ai pu voir. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous parler plus sérieusement, je dirais, de deux informations qui sont passées pratiquement inaperçues, même aux États-Unis. La première information, c'est la création d'ici l'année prochaine d'une bourse des valeurs mobilières qui s'appelle le Texas Stock Exchange, qui serait créé à Dallas et qui permettrait à des sociétés installées dans le cadran sud-est des États-Unis, hein, c'est-à-dire Texas. On part du Texas et on va vers l'est, donc jusqu'en Floride, Géorgie, les Carolines, le Tennessee, en passant par l'Oklahoma, l'Alabama, le Mississippi, etc. Donc c'est un cadran bien précis et qui couvre quand même une zone économique américaine qui est en pleine croissance depuis plusieurs décennies, de par la réglementation et les taxes qui sont extrêmement favorables aux entreprises et aux personnes. Il faut savoir que
dans ce cadran sud-est, il y a au moins trois États qui n'imposent pas d'impôt sur le revenu de l'État: Texas, Tennessee et Floride. Et puis aussi, il y a beaucoup de sociétés qui se sont relocalisées au Texas. D'ailleurs, le Texas accueille le plus de sociétés Fortune 500 du pays. Donc, et puis le Texas, c'est un État où il y a énormément de pétrole, de gaz. C'est un État qui est très riche en matière d'agriculture. C'est un État qui est très riche aussi en matière de high-tech, puisque beaucoup de Californiens, notamment Elon Musk, ont déménagé au Texas. Donc tout ça, c'est intéressant parce que en fait, ça valide une thèse que j'avais évoquée dans une vidéo précédente, à savoir que la sécession, elle ne se ferait pas brutalement ou même violemment, mais elle se ferait par petits morceaux et sur des thèmes assez différents, notamment l'économie ou les valeurs mobilières. Et là, on voit bien que c'est une sorte de néo-sécession, où on voit que, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour créer une bourse de valeurs mobilières aujourd'hui. Alors qu'on sait que le Nasdaq et le New York Stock Exchange sont un duopole énorme aux États-Unis. Donc c'est un pari fou, mais c'est un pari qui a beaucoup de, je dirais, de logique derrière, à tel point que qui a fourni le budget pour créer cette nouvelle bourse? C'est BlackRock, qu'on peut pas taxer de comment dire, d'irrationnel. Ce sont des gens qui sont très calculateurs et très, je dirais, presque machiavéliques, et donc ils veulent tabler sur à la fois une sécession ou l'absence de sécession. Donc ils se disent, on est à New York, mais on est aussi au Texas. Donc ils jouent sur les deux tableaux. Et puis Citadel, qui est un énorme fonds d'investissement qui effectivement est géré par quelqu'un qui s'appelle Ken Griffin, qui est originaire de Floride et qui s'est relocalisé en Floride il y a quelques années. Voilà, donc on verra bien si cette nouvelle bourse rencontre le succès espéré par ses fondateurs. Alors, une autre information qui est passée aussi inaperçue, c'est la création d'un ETF. Alors, je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un ETF dans quelques instants, qui s'appelle NATO. Donc, c'est l'acronyme en anglais de l'OTAN. Alors, qu'est-ce qu'un ETF? C'est un panier de plusieurs valeurs mobilières rassemblées sous un véhicule d'investissement qu'on appelle un ETF. Donc, les gens achètent des parts de cet ETF et en contrepartie, cet ETF avec l'argent collecté peut acheter des actions dans un panier, enfin dans un portefeuille varié. Donc ça peut être par exemple des sociétés de chimie, des sociétés pharmaceutiques, ça peut être un pays comme l'Inde, le Japon, etc. Et là, en l'occurrence, ce ETF rassemble des sociétés de l'armement et de la cybersécurité, donc de pays justement de l'OTAN, mais pas seulement, des pays associés à l'OTAN, comme par exemple la Corée du Sud, la Norvège. Ouais, la Norvège fait partie de l'OTAN maintenant, je crois. Et voilà, des pays connus pour leur industrie de l'armement, comme la France par exemple, qui est bien représentée par Safran et Thales. Bon, les États-Unis bien sûr, avec General Dynamics notamment, et l'Allemagne avec Rheinmetall qui fabrique des chars. Bon, voilà. Donc on est bien représenté. Il y a à peu près une soixantaine d'actions différentes dans cet ETF. Alors c'est un ETF qui prévoit une croissance du secteur de 6 à 9% d'ici à 2027, donc très proche. Hein, c'est un marché qui représente à peu près 750 milliards de dollars. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un ETF qui est coté en dollars américains et le ticket d'entrée c'est 50 000 dollars minimum pour y investir. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent se l'offrir, mais bon, c'est intéressant parce que c'est un ETF qui va tabler en fait sur les ventes d'armement à l'Ukraine. Hein, concrètement, c'est ça. Et
Bon, c'est un peu une sorte de profiteur de guerre, mais version très moderne. Alors, pour l'instant, le fonds a récolté 400 millions de dollars en investissement, ce qui est pas négligeable. Et la performance, c'est presque 17,5% en un an. Donc c'est quand même une très belle performance. Mais alors est-ce que la guerre va durer? Est-ce que les ventes d'armement vont augmenter? Alors est-ce qu'ils profitent de la guerre en Ukraine? Oui, incidemment, mais pas seulement. En fait, l'idée derrière, c'est que les pays européens doivent augmenter leur budget de défense, et donc ils vont augmenter leurs dépenses d'armement et de cybersécurité de façon substantielle. Voilà. Donc cet ETF n'est pas offert aux Américains, mais seulement aux Européens, pour le moment. Voilà. Donc si vous avez 50 000 dollars ou l'équivalent, et que vous voulez faire un pari sur l'armement, bah, c'est un ETF qui peut être intéressant. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon été, hein, malgré tous les événements européens, français et internationaux, et j'espère vous revoir bientôt.